Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. À quoi ressemblera le monde de 2014 ? Eh bien, ce soir, nous sommes avec nos éditorialistes. Au programme, l'Europe et la France vont-elles sortir de la crise économique ? Le Front National va-t-il poursuivre en France sa montée lors des municipales et des européennes ? Nous parlerons de la guerre en Syrie. Cela fera 3 ans au mois de mars. 3 ans après, toujours pas de solution politique. Une conférence aura lieu à Genève le 22 janvier. Et puis, impossible d'évoquer l'année 2014 sans parler évidemment de la Coupe du Monde de football. Ce sera au Brésil. Et ce soir, nous sommes avec Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir, éditorialiste pour le Sunday Telegraph. Alice Tout-le-Monde, éditorialiste pour Cartooning for Peace, qui rassemble une centaine de dessinateurs venus du monde entier qui luttent pour la liberté de la presse. Et on peut trouver actuellement en librairie, aux éditions Reporters sans frontières, 100 dessins de Cartooning for Peace pour la liberté de la presse. Moustapha Tossa, bonsoir, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte Carlo Doualia, et puis avec nous Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Ils ont été soumis à de rudes cures d'austérité, pour ne citer que le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la Grèce. Eh bien, où en sont ces pays aujourd'hui ? Le Premier ministre grec Antonis Samaras se veut optimiste. C'était le 7 décembre. On l'écoute. Après tant d'années, comme ceux présents ici au Parlement l'ont vécu, ce budget est un budget de reprise économique, d'avenir et d'espoir. Et je crois que c'est une étape très positive pour la Grèce. Alors, même vent d'optimisme pour le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, qui a déclaré dans une interview au Monde il y a un an: je ne pouvais pas parler d'espoir aujourd'hui. Si, est-ce que ça veut dire, Ziad Limam, que les cures d'austérité ont porté leurs fruits ? Sûrement, il y avait un problème de toute façon, il y avait un problème de déficit budgétaire, il y avait un problème de dette, il y avait un problème qu'il fallait régler d'une manière ou d'une autre. Alors on l'a réglé méthode FMI, Banque mondiale, Bundestag, à la hache. Bon, alors évidemment, le coût social est terrible, et il est terrible pour des démocraties aussi, c'est-à-dire qu'on verra comment une démocratie portugaise va se relever. On a vu les dégâts que ça avait sur la démocratie grecque avec l'émergence de mouvements extrémistes. On va voir comment tout ça va se reconstruire, mais on est un petit peu inquiet aussi que ça soit juste une approche comptable. Et puis les hommes politiques ont aussi besoin de dire que ça va mieux et que l'avenir va être meilleur, etc. Est-ce que sur le fond, les problèmes européens sont réglés ? Est-ce que sur le fond, il y a un consensus, j'allais dire franco-allemand, sur une politique de relance ou pas ? Est-ce que sur le fond, les Allemands ont changé de position sur la crise économique? Est-ce que sur le fond, tout le monde est d'accord sur l'euro? Est-ce qu'on va pouvoir avancer sur l'union bancaire? Est-ce qu'on va pouvoir faire des efforts sur le fédéralisme? Tout ça, je pense, est encore à peu près ouvert, et donc 2014 va être une année de négociations terribles. Et en plus, on est soumis, parce que l'Europe n'est pas toute seule dans son monde, donc il y a ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe dans les pays émergents. Pour que tout ça vienne ensemble, au même moment, nous sortir de la crise qui est une des crises les plus graves depuis l'après-guerre, voire la plus grave, je pense qu'on est encore au tout début d'un petit cercle vertueux. Anne-Elisabeth Moutet, le Royaume-Uni, lui, qui a été soumis à une cure d'austérité, semble aujourd'hui sortir la tête de l'eau. Est-ce qu'on peut le dire ? Oui. Il y a une création d'emplois, il y a une remontée, il y a de la croissance. Et ceci alors que la cure d'austérité a été moins importante qu'on ne l'a dit. C'est-à-dire que les gens ont parlé des coupes budgétaires, mais les coupes budgétaires ont été moins importantes que ce qu'on ne croyait. Et néanmoins, il y a eu effectivement un cercle vertueux qui ont fait que le pays est reparti, qu'il y a des créations d'entreprises, qu'il y a des créations d'emplois, et que George Osborne, le chancelier de l'échiquier, a un tout petit peu de grain à moudre. Et puis dans l'Europe, enfin dans la zone euro, on voit bien aussi que ça a marché. Et aux États-Unis, alors aux États-Unis, il y a eu essentiellement, on a fait marcher la planche à billets, mais il y a aussi eu des efforts, et on voit bien que 1 million d'emplois ont été créés l'année dernière, ça n'est pas rien. Donc on se tire de la crise, et alors on est obligé de se dire que le pays qui est à la traîne, et c'est un grand classique, je ne vais pas accuser le président actuel, la France rentre dans les crises en dernier, parce qu'il y a des résistances en France, parce que c'est difficile de licencier les gens en France, parce qu'il y a un tellement grand secteur public que les choses continuent sur leur ère beaucoup plus longtemps, mais elle prend beaucoup plus de temps pour sortir de la crise. Et donc là, on est vraiment à la traîne de toute l'Europe, puisque apparemment la croissance pour 2014 va être nulle.
Vous êtes d'accord avec ça, Moustapha Tossa? La France est à la traîne, on ne fait pas suffisamment de réformes structurelles, on ne va pas assez loin. De toute façon, quand on voit les derniers événements sociaux de la France, notamment le mouvement social en Bretagne, on voit bien que... Les bonnets rouges. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de rattraper l'économie française, il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer, il y a des structures qui sont en train de grincer et qu'il faut leur apporter des réponses politiques et économiques. Je ne sais pas si le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est capable d'apporter la réponse adéquate, mais la France est en train de grincer socialement. Alors moi, pour revenir aux ces pays européens qui ont subi le traitement de choc de la chancelière Angela Merkel, ces derniers mois, on n'a pas eu ces images de la Grèce où tout le monde se déchire, où le pays est au bord de la guerre civile, où l'économie, où l'économie grecque est par terre. Donc ça veut dire que ce traitement de choc si puissant, si douloureux soit-il, est en train de porter ses fruits. Maintenant, à quel prix, à quelle retenue de salaire, à quel prix les Grecs sont en train de subir ce traitement de choc, voilà, c'est la question qui se pose. Fallait-il passer par cette cure d'austérité imposée par les Allemands au prix d'un certain nombre d'Européens, notamment les Grecs et aussi les Espagnols, faut pas les oublier, les Espagnols qui vivent tellement dans la crise qu'on a vu des Espagnols descendre au Maroc pour chercher du travail, pour vous dire à quel point le pays va mal. Donc il y a un certain nombre de signes qui annoncent que cette politique allemande, d'inspiration allemande, est en train de porter ses fruits. Maintenant, il va falloir attendre 2014 pour voir si ça se traduit réellement par une relance de la croissance et par une renonciation à cette politique d'austérité et de cure. Il y a aussi un certain nombre de signes où on voit des autorités qui sont loin d'être des autorités socialistes, comme les États-Unis, et d'autres dire à l'Allemagne, vous ne pouvez pas continuer comme ça, au détriment du reste de l'Europe, à accumuler les excédents commerciaux, à payer des salaires minimaux à 4 ou 5 euros de l'heure, alors que c'est l'Allemagne quand même. Donc il y a quand même un effet chez les... Enfin, je veux dire, on remet pas en cause la culture allemande qui est quand même faite, c'est vrai, de sacrifices et d'efforts, mais quand même vous faites partie d'un ensemble et si vous accumulez, vous, des avantages, j'allais dire, qui font qu'on peut payer des gens au lance-pierre chez vous, importer du travail de manière un petit peu quand même qui ressemble à du dumping social en disant à des pauvres Hongrois, à des pauvres Tchèques, à des pauvres Français, à des petits cadres, même à des gens qui ont fait des études, etc., de venir travailler pour des salaires de misère. Je pense que ce modèle s'arrête. Et la deuxième chose, pour répondre à Moustapha, c'est qu'il y a un coût. Il y a un coût politique, il y a un coût démocratique. Quand tu dis que la Grèce, ça va pas trop mal, oui et non. Il y a eu l'émergence des partis d'extrême droite, il y a eu des morts il y a pas très longtemps. Il y a quand même, on voit très bien l'émergence des partis populaires dans toute l'Europe. Mais les notations disent que la Grèce va sortir de la récession en 2014. C'est sûr, on leur a collé moins 8%. La croissance pourrait être de 0,6% en 2014, ce qui est quand même pas mal finalement. Mais ils ont toujours leurs 150 milliards de dettes et on n'arrête pas régler ce problème et personne n'ose dire que ça sera payé à la Saint-Glinglin et qu'il faut arrêter et qu'il faut restructurer les choses autrement. Parlons de l'Allemagne une seconde, parce que d'ailleurs l'Allemagne concerne aussi la Grèce. D'abord, pour dire que les salaires ridicules en Allemagne, c'est pas pour tout le monde, non, j'ai pas dit. Et c'est pas dans toutes les régions de l'Allemagne. Salaires. Les bas salaires, oui, c'est la même chose. C'est ce que je voulais dire. Et l'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire les Américains qui essentiellement impriment de l'argent sans aucun espoir de le voir regagner sa valeur, et qui en plus viennent chercher des noises aux Allemands qui sont à la fois vertueux, qui ont maintenu leur prix, qui est la seule raison pour laquelle les salaires peuvent être modérés en Allemagne, c'est parce que les prix sont modérés en Allemagne, et qui exporte parce qu'elle fait des choses qui ne sont pas moins chères que les autres. C'est pas du dumping, c'est pas des biens, c'est pas de la verroterie. Je veux dire, ce sont des voitures dont des gens ont envie et qui sont plus chères que les autres, etc., etc. Bon, je pense qu'on se moque du monde. Les Allemands, ils regardent ça en se disant qu'ils ont un peu tort. Le cas des Grecs est un peu différent. Les Grecs ont triché. Les Grecs ont triché avec leurs chiffres, ils avaient des statistiques qui étaient fausses et ils n'ont pas payé leurs impôts. Alors, le jour où, et ensuite, à partir du moment où ils ont nommé le PASOK au gouvernement, ils ont embauché 3 fois plus de fonctionnaires et à un moment, ils se sont trouvés avec une dette terrifiante. Je pense effectivement qu'ils ne la rembourseront pas, mais c'était très important qu'au moins ils montrent une certaine bonne volonté à essayer de réparer leurs erreurs et puis d'essayer d'établir un système fiscal où les gens payent leurs impôts. Et c'est pas les plus pauvres qui payent pas leurs impôts. Les plus pauvres, ils n'ont pas d'impôts à payer. Mais que la Grèce se mette sur le chemin d'un système où
on ne triche pas. C'est douloureux au moment où ça arrive, mais c'était indispensable et on ne peut pas dire que c'est des pauvres malheureux. Ils ont laissé courir ça avec leur système. Personne ne dit que c'est des pauvres malheureux, mais quand vous faites payer l'addition aux classes les plus défavorisées, c'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. Quand vous la faites payer aux classes les plus défavorisées, ce qui s'est passé au Portugal, ce qui s'est passé en Espagne, c'est pas l'élite, c'est pas les bourgeoisies d'argent qui ont souffert dans cette crise, c'est les classes moyennes et les classes populaires. Moi, je dis pas ça par discours, j'allais dire marxiste. Ce sont les bourgeoisies d'argent en Grèce, je ne sais pas, mais parce qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale. Mais en Espagne et au Portugal, ils ont aussi payé. Le luxe n'a jamais aussi bien fonctionné. On sent pas une crise du capitalisme, on sent une crise des revenus. Et ceux qui ont payé la facture, c'est quand même les classes. En Europe, c'est les classes populaires et etc. Pourquoi en France? C'est vrai, les 75%, ça a marqué les opinions, mais qui ressent l'agression fiscale? C'est les classes moyennes et les classes populaires. Certains d'entre eux qui payaient pas d'impôts maintenant payent des impôts. Certains qui n'étaient pas assujettis à des augmentations de la CSG vont la payer. Bref, c'est ce sentiment-là. Et je pense que c'est dangereux pour la démocratie européenne s'il n'y a pas une perspective d'avenir en disant à un moment ou à un autre, on va rentrer dans un circuit de relance. Dans ces autres pays, la relance arrive parce que l'économie repart. Et donc, c'est pas de la relance fondée sur exclusivement la fabrication d'argent à partir de rien. C'est on dit, OK, on est en train de repartir, on a une croissance qui se présente, les entreprises créent des emplois et donc on va repartir. Et ça, c'est le seul moyen. Mais si on dit exclusivement qu'on va rajouter de la monnaie sans quand la croissance est à zéro, le résultat est pire après. On est encore plus endetté. Pour revenir au cas allemand. Le docteur allemand n'est pas sorti indemne de la crise. Même avec la réélection triomphale de Angela Merkel, elle a été obligée de former une coalition avec les socialistes et d'accepter le principe du SMIC et d'accepter un certain nombre de financements des services publics. Là maintenant, cette crise-là, d'une manière ou d'une autre, a permis aussi, à obliger les Allemands aussi à être un petit peu... à revoir leur copie aussi, quoi. Et être au même niveau qu'un certain nombre d'autres Européens, à subir le poids du service public qui pèse sur la dette, qui pèse sur les dépenses publiques. Donc les Allemands sont en train de sortir de leur originalité qui a été décrite par Zia tout à l'heure. Il y a un service public en Allemagne, c'est pas l'Amérique. Je sais, mais les alliés socialistes d'Angela Merkel demandent à ce qu'ils soient encore plus forts, à ce qu'ils soient plus financés davantage que maintenant. Alice. Un dessin, pour résumer tout ça, un dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge, donc au centre de l'Europe, si je puis m'exprimer ainsi. Donc le dessin qui reprend, donc c'est se serrer la ceinture, donc c'est l'Allemagne qui serre la ceinture de l'Europe, et l'Irlande, la France, l'Espagne, le Portugal, tout le monde qui décroche. Et là, un dessin de Plantu sur la France et l'endettement de la France. Vos dettes sont en pleine croissance. Ah, Bruxelles admet enfin le mot croissance, d'après François Hollande. Et là, alors là, je vais passer rapidement, mais je voulais parler aussi de la question, tout à l'heure, Ziad, vous en parliez, la question de montée de l'extrémisme. Alors là, c'est un dessin un petit peu violent. On en parlera tout à l'heure, probablement, concernant les élections européennes. Mais même si on peut dire que l'Europe s'améliore économiquement parlant, c'est aussi au détriment de la démocratie, c'est ce que disait Ziad. Alors justement, Alice, vous me permettez de faire justement la transition. L'année 2014 sera aussi marquée donc par les élections municipales en France. Ce sera au mois de mars. Les européennes, ce sera au mois de mai. Est-ce que, Mustapha, est-ce qu'il y a un risque de sanctions tout d'abord pour la gauche et surtout est-ce qu'il y a un risque justement de la montée des populismes et de la montée du Front National en France? Oui, c'est la grande crainte de 2014, c'est de voir que François Hollande et la gouvernance socialiste soient sanctionnés non pas par le retour de la droite classique au pouvoir, mais par l'émergence de l'extrême droite. Et ça, on le doit non seulement à, entre guillemets, l'échec de la gouvernance, l'incapacité d'apporter les réponses qu'il faut, mais aussi à la création et à la formulation d'un nouveau discours d'extrême droite porté par Marine Le Pen, qui est, disons-le, un peu plus consensuel que son père, Jean-Marie Le Pen. Un parti qui a été quand même dédiabolisé, quand même. Dédiabolisé et qui peut séduire un certain nombre de classes moyennes qui ont été déçues et par la droite classique et par les socialistes. Donc on s'attend à ce que cette femme, Marine Le Pen, de par sa présence, de par son discours qu'elle a voulu rendre, même si des fois il a eu quelques excès et quelques retours en arrière, puisse séduire un électorat important en France qui va se dire pourquoi on ne leur donne pas leur chance à eux, ces gens de l'extrême droite, pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité au niveau des municipales et des européennes. Donc il y a un vrai risque de voir cette force politique d'extrême droite
prendre un peu plus d'ampleur, avoir une expression politique beaucoup plus importante qu'elle ne l'était avant. Et ça ne ferait que ressembler la France à d'autres pays européens, la Hollande, l'Allemagne, où on a une expression... Et le Royaume-Uni aussi, où il y a maintenant un parti populiste qui monte, les anti-européens de Nigel... UKIP, il y a une grande différence entre UKIP et puis des choses comme le British National Party qui ressemblent au Front National, mais il y a encore essentiellement un truc bipartisan en Grande-Bretagne. Je pense qu'une partie de UKIP, si ils sont canalisés correctement aux élections de 2015, ils vont rentrer dans le giron du Parti conservateur, qui n'a pas les délicatesses de l'UMP sur un certain nombre de choses à dire. Enfin, l'aile droite du Parti conservateur britannique, elle est plus à droite que l'aile droite de l'UMP. Mais en France, non, en France, on a un vrai problème parce que, pas au municipal. Moi, je pense que les municipales, c'est local. Il faut un certain temps pour construire une machine d'un parti localement. C'est-à-dire que c'est la chose sur laquelle misent les socialistes. Ils pensent que ça va être la gestion du maire qui va être soit validée, soit... Et puis, il faut du temps pour implanter les gens. Et le Front National, ils ont cru suffisamment rapidement pour qu'il n'ait pas essentiellement les cadres. Localement, ils ont des problèmes pour remplir. Ils ont fait récemment des appels pour trouver des gens pour mettre simplement sur leur liste. Ils sont pas encore très organisés. Ils auront des municipalités dans le sud. Mais alors, les européennes qui sont à la proportionnelle totale, ça va être un sondage en grandeur nature. D'une part, il y a le dégoût. Tout le monde sait que François Hollande est le président le plus impopulaire de la Ve République, mais la droite est également la droite parlementaire est également impopulaire. Et donc, les gens sont parfaitement capables de voter pour le Front National. Et il y a un élément important du Front National, c'est que le Front National a un programme qui, pour les gens qui n'ont jamais voté Front National jusque-là, est en réalité un programme d'extrême gauche. C'est un programme économique, anticapitaliste, anti-euro, protectionniste, populiste. Et c'est pas par hasard que le numéro 2 de Marine Le Pen, Florian Philippot, était un chevènementiste et qu'il a fait venir d'autres chevènementistes qui travaillent à son programme économique. Et le résultat, c'est qu'elle pêche à la fois sur les terres de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon et sur les terres de la droite. Et donc, elle est parfaitement capable d'arriver première aux élections européennes, c'est-à-dire à 30 ou 35%. Alice. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que Plantu a été l'objet d'une grande polémique parce qu'il a représenté Mélenchon et Marine Le Pen sur le même plan avec le symbole nazi pour rapprocher ces deux groupes extrêmes. C'était un peu fort. C'était fin 2012 et il y a eu des lettres et des courriers. Et Mélenchon, d'ailleurs, s'en est vraiment... il a fait plein de discours sur son site. On peut encore retrouver beaucoup de choses. C'est pas pour prendre la défense de Plantu, mais ça me fait penser à ce que vous venez de dire. Ziad, un dernier mot, justement. Est-ce que vous croyez aussi, comme le pense... avec moi, avec un dernier mot. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Oui, je sais, mais malheureusement... Très rapidement, je pense que le discours Front National, qui est de la bouillie pour chat en ce qui concerne l'économie, il est très fort aussi parce qu'en temps de crise, la parole identitaire, voire raciste, se libère et elle devient, il faut le dire, c'est pas juste la normalisation, c'est pas juste que Marine Le Pen elle parle mieux que son père, c'est que quelque part dans les campagnes françaises, on peut dire ceux-là ils me prennent la tête, ceux-là ils me prennent du boulot, ça c'est la violence, ça c'est ceci, ça c'est cela. Vous pensez qu'il y a une libération Il y a une libération du discours, mais juste pour nuancer ce que disait Moustapha tout à l'heure, qu'on a déjà vécu en France. Il y a 20 ans, 25 ans, il y a eu des maires à Dreux, il y a eu des maires à Orange, il y a eu une poussée du front, etc. La deuxième chose, le grand danger, c'est l'implosion de la droite parlementaire, ce que vous disiez. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'y a plus personne à droite pour avoir un autre discours. Et la troisième chose, ça c'est pour défendre mes amis socialistes, moi je pense que les municipales, on va être surpris. Parce que l'électorat de droite va se désintégrer en partie, mais l'électorat socialiste, à un moment, il bascule pas. C'est-à-dire que localement, ils vont tenir les grandes villes. Enfin, les grandes villes qu'ils ont aujourd'hui, on voit pas comment ils vont perdre Marseille, ils vont pas perdre Paris, Lyon et peut-être gagner Marseille, ce qui est quand même pas la blague. On fait une pause, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de notre débat. Nous parlerons de la guerre en Syrie, cela fera 3 ans au mois de mars. Quel avenir pour le pays? Et puis 2014, vous le savez, eh bien ce sera la Coupe du Monde de football au Brésil. On en parle, à tout de suite.